Arnaud Dubien, l'assassinat récent de 3 journalistes russes en Centrafrique a mis à jour le fait que les Russes sont désormais présents dans ce pays et y exercent une influence. Comment Moscou est-il parvenu à s'installer dans ce pays qui était un précaré français? La Russie est arrivée par surprise en Centrafrique, mais pas par effraction, puisque elle est là à la demande du gouvernement centrafricain. Ce que l'on sait, c'est que fin septembre 2017, le président centrafricain est reçu à Paris par Emmanuel Macron, qui demande de l'aide politique, entre autres à la France. On sait que le 9 octobre, à la demande de la France, le président centrafricain va voir les Russes, et qu'à partir de ce moment-là, s'opère une sorte de basculement, de renversement d'alliance, et que la Centrafrique sollicite une aide sécuritaire globale auprès de la Russie qui lui accorde. Doit-on craindre en Afrique une opposition franco-russe par groupe armé ou par pays interposé? Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que jusqu'à présent, les Russes ont plutôt joué le jeu en Afrique avec la France. On peut se souvenir du Tchad, il y a une quinzaine d'années, quand la Russie avait participé à une mission de sécurité chapeautée par l'Union européenne. On peut également rappeler qu'en 2013, lorsque éclate l'affaire malienne, les Russes soutiennent la France à l'ONU. Comment expliquer que, semble-t-il, la Russie ait été tentée de doubler, entre guillemets, la France en Centrafrique, probablement par un contexte bilatéral, il y a un an, assez dégradé, en particulier à l'ONU, avec, on se souvient, des joutes verbales entre représentants français et russes à propos de la Syrie en particulier, particulièrement violent. L'hypothèse selon laquelle la Russie ait eu envie à un moment de piquer, entre guillemets, la France, de lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce et de lui faire sentir ce que pourrait être une intrusion dans ce qu'on perçoit comme son précaré, je pense, est assez crédible. Oui, les Russes voient des chars Leclerc dans les pays baltes, à leurs frontières. Les Russes voient ou vont voir bientôt des systèmes anti-aériens au radar français en Géorgie. La France a eu, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, des propos assez durs sur l'Ukraine et sur le fait que la France ne mettrait jamais sur le même plan l'agresseur et l'agressé. Et dans ce contexte-là, on peut parfaitement imaginer que les Russes aient été tentés, à la faveur d'une circonstance qu'ils n'ont pas provoquée, d'une demande centrafricaine, eh bien de s'engouffrer dans cette brèche qui s'est ouverte devant eux. Quelles sont les ambitions de Moscou sur le continent noir? Peut-on parler d'une politique africaine de la Russie? Il y a plusieurs, vu de Moscou, il y a plusieurs Afriques, et donc plusieurs politiques africaines. Il y a très clairement 3 théâtres, un théâtre nord-africain, l'Afrique arabe, en quelque sorte. Il y a l'Afrique australe et l'Afrique noire. Et dans chacune de ces zones, la Russie et l'URSS avant elle a eu des politiques assez différentes, avec des périodes assez différentes, des moyens différents. Ce que l'on voit globalement, c'est que depuis 2006-2007, la Russie, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, a tenté de convertir ces vieilles amitiés de l'époque soviétique en réseau d'affaires, en contrats, en espèces sonnantes et trébuchantes. Ça, c'est le logiciel d'ensemble, qui a été décliné de façon différente et avec une intensité différente sur ces 3 théâtres. La Russie a commencé en Afrique du Nord, en Algérie, un pays avec lequel la Russie a des liens denses, anciens. C'est passé par l'effacement de la dette algérienne contractée à l'époque de la guerre froide, ce qui a permis la signature de nouveaux contrats d'armement. Ce modèle a été appliqué ensuite en Libye, en 2008, juste avant le changement de régime, puis en Égypte. Et on voit que l'Algérie et l'Égypte, aujourd'hui, sont les 2 principaux partenaires de la Russie en Afrique, avec 2 vecteurs qui sont utilisés, les contrats d'armement, et dans le cas égyptien, l'énergie, en l'espèce, le nucléaire civil. Pour ce qui est de l'Afrique australe, il y a une diplomatie minière de la Russie qui est beaucoup plus développée. En Angola, avec les diamants. Ça peut être aussi le Zimbabwe, avec un très grand projet de Rostec, avec des mines de platine. En Afrique du Sud aussi, où les groupes de Bilderberg sont assez présents. Et puis il y a des pays nouveaux sur la carte russe de l'Afrique. Ça peut être la Tanzanie, ça peut être l'Ouganda, ça peut être aussi la Côte d'Ivoire, le Soudan également, où la Russie n'était pas très présente historiquement, où l'URSS n'était pas très présente historiquement, où la Russie aujourd'hui est présente. Donc il y a plusieurs politiques africaines, parce qu'il y a plusieurs Afriques, avec malgré tout les flux d'affaires et les contrats qui se concentrent sur quelques grands pays, sans surprise, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud aujourd'hui. Ce scénario centrafricain ne risque-t-il pas de se reproduire dans d'autres pays africains, historiquement liés à la France? C'est possible. Parmi les pays à risque, en tout cas les pays auxquels la Russie d'aujourd'hui s'intéresse, ou elle n'était pas historiquement présente,
où la France a une histoire, même si c'est une histoire qui peut être différente de celle de la Centrafrique. S'il y a un pays que je citerai, c'est plutôt la République démocratique du Congo. Vous avez un président qui est au pouvoir avec une légitimité très discutable, puisque les élections devaient avoir lieu et n'ont pas eu lieu, un président donc, qui est en mauvais termes avec les Occidentaux, des Russes, pour le coup les mêmes acteurs que ceux qu'on voit en Centrafrique, qui proposent leurs services, sécurité, communication, et une situation générale instable. Donc s'il y a bien un pays où le scénario centrafricain peut se répéter, avec des différences locales, c'est plutôt la République démocratique du Congo.